Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à nous suivre en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. C'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos plateformes YouTube et Facebook. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Bernard Bougman, Geoffroy Vaha, bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougman. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Crime de sang et lutte contre l'impunité, l'ODJ, le CISC et le MBDHP font front commun pour exiger la vérité et la justice pour les militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ morts dans le Yaga, dans des circonstances non encore élucidées. 3 ans après leur assassinat, le dossier judiciaire piétine encore ces 3 organisations qui étaient face à la presse hier 31 mai. Le sujet enrôlé au tribunal de l'actualité. Il s'agira également de parler des questions de liberté individuelle et collective et également lutte contre le terrorisme. Et pour en parler, nous avons à la barre ce matin Christophe Bado. Il est secrétaire général adjoint du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Bonjour et bienvenue, Monsieur Bado. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour aux membres du tribunal. L'audition avec les juges, ça se fera après les avant-propos. Juge Bougman, vous avez la parole pour votre avant-propos. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner le Conseil supérieur de la communication qui a maintenant un nouveau président parce que, étant donné que c'est institué par une loi organique, il n'y a pas de présidence par intérim en principe. Donc celui qui était là, c'était le vice-président qui assurait effectivement les choses, mais pas officiellement en tant qu'intérim ou en tant que président. Donc c'est aussi une situation qui a quand même duré parce que depuis septembre 2021 où Maître Mathias Tankwano a quitté les lieux pour aller effectivement au niveau de la politique, pour pouvoir s'assumer politiquement, il fallait effectivement, il y avait un vide qui n'était pas comblé. Et entre-temps aussi, il y avait un conseiller qui a décidé qu'il fallait aussi remplacer. Donc, ces choses faites maintenant, et il y a un nouveau président, qui n'est autre que d'ailleurs celui qui assurait les charges de vice-président, en la personne de Abdoulaziz Bamogo, plus connu sous le nom de Aziz Bamogo. Donc, qui connaît bien l'univers des médias, et l'univers de la com, donc parce qu'il a été président des publicitaires associés, ancien directeur général de la radio Omega, rédacteur en chef de Waga FM, et puis j'en oublie, patron d'une agence également de communication. Donc c'est un domaine qu'il connaît bien et qui a fait un temps le bureau de l'AJB, l'association des journalistes. Donc il n'est pas un terrain inconnu. Voilà. Donc d'ailleurs en ce qui concernait les médias, c'était l'homme de main, en tout cas pour ne pas dire le pilier du président Mathias Tankwano en son temps. Donc je dis c'est une progression aussi qui est normale, mais ça permet aussi au CSC effectivement de marquer son ancrage parce que ce vide-là a quand même duré. Et donc ça a été maintenant comblé. Ce qu'on peut souhaiter, c'est bon vent à M. Bamogo. L'autre avant-propos que j'ai, c'est dans le domaine des droits humains, où le Burkina Faso est également à l'honneur à travers la personne du docteur Diallo, donc, qui s'est envolé également pour aller recevoir son prix aussi dans le domaine des droits humains. Donc c'est un grand prix également qui honore le Burkina, parce que c'est le secrétaire général du CISC, je ne sais pas comme si je prononce, CISC, voilà. Donc lauréat du prix Martin Enals, c'est un prix qui selon les initiateurs disent que c'est l'équivalent également d'un prix Nobel en droits humains, qui est parti à Genève en Suisse effectivement pour recevoir son prix, et normalement c'est demain jeudi 2 juin. Donc il y a aussi 2 autres personnes avec lui, la journaliste vietnamienne Phan Duan Trang et celui du Bahreïn, Abdul Hadi Al-Kawaja. Donc je m'arrête là parce que le nom est difficile à prononcer, je m'excuse. Donc ils sont aussi lauréats de ce prix-là, donc ils vont être aussi récompensés, sans oublier Boukari Sawadogo, qui a été également désigné meilleur professeur de l'année au niveau de New York City. Donc cela vient renforcer notre étoile qui brille
avec le prix Nobel au niveau de l'architecture de M. Kéré. Donc ça vient donner un baume au cœur, ça vient, comme on appelle ça, ravigorer le Burkinabé. Donc beaucoup de courage, félicitations à toutes ces personnes-là. Et puis vivement qu'on puisse tirer profit. Et l'essentiel, c'est comment est-ce qu'on capitalise. C'est sous tout ça l'enjeu. Comment est-ce qu'on capitalise tous ces différents prix-là pour davantage briller dans le concert des nations. Ça, c'est notre maintenant. C'est ce qui nous reste à faire. Merci, juge Bourma. Juge Var. Oui, merci, Président. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la rencontre avec le Premier ministre, notamment au sein du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. C'est la première session 2022 du Conseil des frontières. C'était hier mardi. Le dernier s'était tenu, lui, en février 2021. Et quand on parle des questions de frontières, on sait que c'est vraiment essentiel, surtout dans la réalité dans laquelle nous sommes. Donc, il s'agit donc de garantir la question de gestion des frontières et des ressources qui y sont donc dédiées. Et quand on écoute, il y a certaines réalités, les choses ont évolué. On est dans une réalité de terrorisme, d'insécurité, qui est un peu plus difficile, quoi qu'on dise, nos ambitions en la matière. Et même les frontières que nous avons, par exemple, avec le Togo et le Ghana, et même s'il y avait eu un temps des litiges et tout, il y avait des éléments qui avaient été trouvés. Même la question du bornage, jusqu'à présent, ils le reconnaissent eux-mêmes, ça a du mal à avancer. Mais ça, c'est du fait aussi de la question sécuritaire. Donc on voit que beaucoup de choses aujourd'hui sont liées à cette question centrale-là. Et ce qui a fait que je l'ai choisi en avant-propos, c'est l'une des phrases fortes du Premier ministre. Il dit, je retrouve cette phrase-là, « L'intégrité du territoire est une question non négociable ». Ça, c'est très fort comme propos, parce que quand on parle d'intégrité du territoire, c'est même c'est l'un des serments même du président lorsqu'il accède à la magistrature suprême, c'est de dire qu'il va veiller sur ce territoire que nous avons là, sur son intégrité. Et c'est ce que les Burkinabés attendent. Mais on sait que l'enjeu pour nous, c'est même pas encore arriver jusqu'à la frontière. C'est d'abord même dans l'interpays. Il faut regagner du terrain. C'est la restauration dont on nous a parlé. Et on sait que petit à petit, on contrôlera clairement ces frontières-là. Et puis pour terminer, n'oublions pas qu'elles ont été beaucoup fragilisées avec les mesures prises dans le cas de la maladie à coronavirus. Officiellement, on a fermé nos frontières. Déjà, on sait que nos frontières étaient bien poreuses, mais ça justifiait et légitimait un genre de contournement qui ne disait pas son nom. Les gens continuaient de voyager et parce que officiellement les frontières sont fermées, il faut savoir que tous ceux qui passaient la frontière, c'était clandestinement. Et les gens l'ont fait, c'était au-dessus et au vu de tout le monde. Mais quand c'est comme ça, c'est encore plus difficile de gérer les choses. Mais je crois que cette session-là permettra de remettre les choses de façon centrale, que les ressources humaines et matérielles soient recentrées et que la question des frontières retrouve, pour moi, tout son dynamisme. Merci, juge Var. Ravi de vous retrouver sur ce plateau après 2 jours de convalescence. C'est cela, plaisir partagé. Voilà, on va également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Trui TV et Watt FM. Christophe Bado, secrétaire général adjoint du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP, est notre convoqué du jour. Monsieur Bado, une fois de plus, bienvenue à la barre du Tribunal de l'actualité. Merci bien, Monsieur le Président. 31 mai 2019, 31 mai 2022, voilà maintenant 3 ans que l'ODJ pleure la disparition de Fahadou Cissé et Ama Balima, tous deux membres de cette organisation-là. À l'occasion de ce triste anniversaire, un hommage a été rendu à ces derniers et l'autorité judiciaire est interpellée pour que la lumière se fasse autour de ce dossier-là. Vous êtes du MBDHP, vous suivez de très près ce dossier. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de décès de ces 2 personnes-là? Donc, merci, Monsieur le Président, et merci donc aux membres du tribunal, comme je l'ai dit d'entrée. Et pour moi, c'est la première fois d'être au tribunal. C'est un honneur pour moi. J'espère que les juges seront indulgents donc, avec moi. Alors, sur ce dossier, en tout cas, ce qu'il faut rappeler, c'est que Fahadou Cissé, c'est le président donc, de l'ODJ IAGA, mais qui était également membre du bureau national de l'ODJ.
Donc il était organisateur adjoint dans le bureau national de l'ODJ, et Balima Ama était le secrétaire, le trésorier général de la section donc, du Yaga. Alors ces personnes-là, il faut le rappeler, se battaient déjà dans la zone contre effectivement donc les questions d'exploitation artisanale où on les empêchait donc d'exploiter l'or. Et pendant l'insurrection populaire, ils se sont véritablement donc organisés au sein de la mine dans les Yaga là-bas. Et cela leur a valu d'avoir effectivement les titres de martyrs de la nation. Ils ont même été décorés pour leur combat donc, pendant l'insurrection populaire autour donc, des questions donc, minières et tout ça. Et donc ces personnes-là continuaient de mener ce combat-là. Et c'est à ce titre-là qu'elles avaient été convoquées donc, à une audience avec le haut commissaire donc, de Seba, du Yaga à l'époque, Adama Konsega. Et c'est en se rendant effectivement à cette convocation, à cette audience, qu'ils ont été abattus, criblés par balles, à l'entrée effectivement donc, de la ville. Et depuis lors, effectivement, comme vous l'avez dit, que ce soit leur organisation ODJ et les défenseurs des droits humains se battent effectivement donc, pour que la lumière soit faite sur ce dossier-là. Et nous attendons toujours. D'accord. Alors, hier, on a suivi ce point de presse que vous avez co-organisé avec l'ODJ et le CISC. Les mots ont été clairs. On estime qu'il n'y a pas une grande volonté des autorités judiciaires d'aller à la lumière et de faire justement la vérité autour de ce dossier-là. Est-ce que vous avez des éléments justement qui vous donnent ce sentiment? Oui, il y a des éléments qui donnent ce sentiment parce que d'entrée de jeu, je vous l'ai déjà dit, ils partaient à une audience avec le haut commissaire. Donc ça veut dire que c'est l'autorité qui les avait convoqués. Et pour nous, ça c'est un élément fondamental qui devait amener les autorités à se pencher sérieusement sur ce dossier-là, à éclaircir ce dossier-là pour véritablement rassurer tout le monde. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Ce sont nos organisations qui se sont battues pour que les corps déjà puissent venir à Ouagadougou. Et les familles et nos organisations ont demandé donc l'autopsie de ces corps-là. Et je vous dis que jusqu'à présent, depuis 3 ans, comme vous l'avez dit, les corps sont toujours effectivement donc à la morgue au niveau donc du CMA du 30. L'autopsie n'est pas encore faite. Et en 2019, effectivement, nos organisations ont saisi le procureur. Là également, donc, nous attendons toujours. Donc c'est pour vous dire que depuis 3 ans, en dehors effectivement donc, des examens scanographiques, rien n'a été fait. On nous a tout simplement dit que le médecin légiste était indisponible. Voilà, donc, de sorte qu'on ne pouvait pas donc faire l'autopsie. Et les familles et leur organisation, donc, l'ODJ et les défenseurs des droits humains, tiennent effectivement donc, à ce que cette autopsie soit faite. Et c'est pourquoi effectivement donc, les corps sont toujours donc, au niveau de la mort. D'accord. Voilà. Monsieur les juges, juge Bougma? Oui, effectivement, les corps sont toujours au niveau de la morgue. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui coince? Est-ce que vous avez pu avoir des informations qui situent les lieux en dehors de l'indisponibilité du médecin légiste? J'avoue qu'effectivement, donc, tout a été fait. Tout a été fait, et que ce soit donc, au niveau de l'ODJ, au niveau du MBDHP, et au niveau des organisations partenaires telles que le CISC. À chaque conférence de presse, effectivement, donc, nous rappelons cette situation-là. Au niveau du MBDHP, je me rappelle à l'époque, le président du MBDHP s'est même rendu au ministère de la Justice pour rencontrer le ministre de l'époque, pour demander à ce que l'autopsie soit faite. On nous avait rassurés, mais jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Nous ne savons pas ce qui coince. Et c'est pour ça que nous disons effectivement donc, que c'est un assassinat. C'est certainement un crime d'État. Voilà pourquoi on ne se presse pas donc d'élucider ce dossier-là. Parce que la question de l'indisponibilité du médecin légiste n'est pas forcément vraie. Parce que vous vous rappelez qu'après effectivement donc, ce crime-là, cet assassinat, il y a eu les cas au niveau de la prison antidrogue. Donc les cas de 11 personnes donc, décédées donc, au niveau de la prison antidrogue, ces personnes-là ont pu bénéficier d'une autopsie. Mais ça s'est passé après effectivement donc, le crime du Yaga. Donc pour nous, effectivement, il y a quelque chose qu'on cache. Si on n'a rien véritablement donc, pour reprocher dans ce dossier-là, on n'a pas effectivement donc, tergiversé sur la question d'autopsie. Et même, comme je l'ai dit, il partait voir donc, une autorité publique. Jusqu'à présent, l'autorité ne peut pas dire exactement qu'est-ce qui a été fait pour qu'il y ait la lumière sur ce dossier-là. Ni un examen balistique, nous n'avons pas entendu parler, rien du tout.
Donc, parce qu'un examen balistique aurait pu permettre de savoir quand même quelle est l'origine effectivement donc de ces balles-là et permettre effectivement donc d'avancer ce dossier. Et je pense que le Burkina n'est pas à sa première dans ce genre d'examen, parce que nous avons suivi donc le dossier Norbert Zongo à l'époque depuis les années 98. C'est des examens qui avaient pu être faits par la commission d'enquête indépendante et qui ont permis d'avoir des avancées dans le dossier Norbert Zongo. Je ne sais pas si je me trompe, mais apparemment le légiste avait dit que il ne pouvait pas faire l'autopsie, dérangé par le fait que le corps a été déjà manipulé et qu'il contiendrait du formol. C'est bien cela? Oui, nous avons entendu cette version, mais pour nous, elle ne nous convainc pas du tout. Parce que nous savons qu'il y a des autopsies qui sont faites des années après. Souvent 5 ans, 10 ans, 20 ans, et c'est même plus. Il y a des corps même qui sont déterrés pour des questions d'autopsie. Donc on ne peut pas nous dire que des corps qui venaient effectivement donc d'arriver à l'hôpital quelques jours donc après les assassinats, on ne puisse pas faire l'autopsie. Pour nous, ça ne nous convainc pas. Voilà. Donc la raison d'être certainement ailleurs. Et pour nous, nous pensons que c'est un crime d'État. Mais on nous dit que la parole des scanographies, c'est bien ça? Oui. Bon, c'est vrai que nous, on n'est pas des techniciens de la chose. Qu'est-ce que ça peut révéler? Parce qu'on a dit aussi qu'au moins d'un point de vue scientifique, c'est quand même une bonne étape. Qu'est-ce que ça peut révéler? Bon, sinon, ce qu'on vous a dit. Je ne suis pas également un spécialiste, mais pour moi, c'est un rapport donc avec les scanners. Voilà, ça peut permettre effectivement donc à ce que déjà certains aspects puissent être révélés, mais cela n'empêche pas effectivement donc que l'autopsie permette d'avoir davantage plus d'informations sur l'origine effectivement donc de ces... Ça veut dire que vous n'avez aucun élément sur ce que donne la scanographie sur vos deux camarades? Aucun élément. Moi personnellement, je n'ai aucun élément, mais ça ne veut pas dire que d'autres personnes n'ont pas d'éléments, parce qu'on a des camarades qui sont des médecins qui ont pu effectivement donc avoir des informations là-dessus, mais en n'étant pas médecin, je n'aimerais pas m'hasarder donc sur... Mais ils vous ont rien expliqué aussi. Bon, en venant... Les interprétations et tout, c'est ce que je veux dire. Non, on peut vous avoir expliqué, mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est un examen en rapport donc avec les scanners qui permet effectivement donc déjà d'avoir des premiers éléments sur le corps. On peut déjà savoir si ça a été des trucs par balle, si ça a été donc des couteaux. Voilà, ça permet d'avoir donc ces premiers éléments-là. Mais ce n'est pas un examen approfondi qui puisse permettre véritablement de situer effectivement donc sur l'origine de ces assassinats-là. J'ai appris ce que, bon, en fait, parce qu'on est au 3e anniversaire, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. De ce qu'on apprend, c'est que vos camarades étaient filés. C'est vrai? Je pense même que vous, au niveau du tribunal, vous pouvez témoigner, parce que le président de l'ODG est passé ici en mars 2019. On se rappelle très bien. Voilà. Et vous avez dit que les camarades étaient en danger. Voilà, ils étaient en danger, ils avaient des menaces de mort, ils étaient filés et tout ça. Et c'était en mars et en mai, effectivement, donc ils étaient assassinés. Donc sur ce côté-là, effectivement, il n'y a pas de doute à se faire. Mais filés par qui? On ne sait pas. Déjà, ils étaient sous menace d'autorité politique. Okay. De l'époque, depuis 2014, après l'insurrection populaire. Moi, personnellement, j'ai été au nom du MBDHP dans la zone pour effectivement donc, mener une petite enquête sur l'origine effectivement donc, des assassinats qu'il y a eu à l'époque sur la mine et tout ça. Mais déjà, les autorités que nous avons rencontrées à l'époque, il y a beaucoup d'autorités qui avaient des positions, des réactions acerbes vis-à-vis effectivement de ces militants-là, qu'ils trouvaient un peu dérangeants au regard effectivement donc, du combat qu'ils menaient dans la zone. Quelles autorités? Voilà. Les autorités, je suis passé par exemple au commissariat de police. Le commissaire de l'époque était un peu acerbe, je n'ai pas retenu son nom, voilà. Mais il était un peu acerbe effectivement sur ces camarades-là. D'accord. Vous parlez de crime d'État, l'accusation est grave, c'est un mot assez fort. Oui. Est-ce qu'on ne va pas vite en besogne? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend 2019, on est en pleine crise sécuritaire. Le Yaga, notamment la zone de Seba, est également une zone à fort défi sécuritaire. Est-ce que ce n'est pas aller vite en besogne de tirer déjà la conclusion que c'est un crime d'État? Non, ce n'est pas aller en besoin, parce que si ce n'est pas un crime d'État, généralement les enquêtes se font assez rapidement, se font aisément. Parce que l'autorité veut démontrer que ce n'est pas lui qui est à l'origine. Voilà. Alors qu'ici, on se cache depuis 2019. Les corps sont à la mort. On peut nous dire que l'autopsie, on ne peut pas faire l'autopsie, mais qu'est-ce qu'on fait? L'autorité doit pouvoir nous dire aujourd'hui, à cette étape-là, voilà ce que nous avons fait pour élucider la situation. Mais aujourd'hui, c'est les familles qui se battent. C'est les organisations de droits humains qui se battent pour qu'il y ait la lumière, pour qu'il y ait justice sur ce dossier-là. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Et nous ne nous trompons pas. Les Burkina viennent de loin. Il y a plein de dossiers de crimes de sang qui sont dans les tiroirs. Et le dossier Norbert Zongo, par exemple, n'eût été effectivement donc la témérité du peuple burkinabé, peut-être qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui.
Mais c'est cette témérité-là qui a amené à ce qu'on installe donc la commission d'enquête. Il y a eu un non-lieu. Le non-lieu n'a pas empêché les Burkinabés de se battre et de permettre effectivement donc à ce qu'aujourd'hui, on parle encore du dossier Norbert Zongo. Et je pense effectivement donc que ça vient allonger la longue liste des crimes économiques et de sang dans notre pays. Et il va falloir effectivement donc que les Burkinabés continuent de se battre aux côtés effectivement donc des organisations démocratiques pour que la lumière soit faite sur ce dossier-là. D'accord. Oui, vous avez pointé du doigt des autorités politiques qui étaient derrière les menaces. Quelles sont ces autorités-là? Derrière les menaces, je vous ai parlé du commissaire de police à l'époque. Qui est une autorité sécuritaire. Qui est une autorité sécuritaire, oui. Je suis allé là-bas personnellement, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a rapporté. Vous avez suivi effectivement qu'il partait encore rencontrer le haut commissaire, Adama Konsega. Et toutes ces autorités, effectivement, à l'époque, n'étaient pas du tout en odeur de sainteté avec ses camarades-là. Qu'est-ce qu'il a Et je pense que l'ODJ, effectivement, lorsqu'elle est revenue effectivement sur ce plateau, a rappelé donc un certain nombre de faits en rapport avec la menace effectivement sur ces camarades-là. Il y a des menaces. Qu'est-ce qui leur était réellement reproché? Vous savez que nous sommes dans un pays où souvent on n'aime pas ceux qui luttent. Une fois que vous vous engagez dans la lutte, vous avez maille à partir généralement avec l'autorité publique. Voilà. Et ces camarades, effectivement, étaient dans cette situation parce qu'ils se battaient déjà dans la zone contre les mauvaises pratiques de la société minière, donc Somika. Et ça, déjà, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas. Et je vous dis, effectivement, quand vous prenez... Moi, je suis allé dans cette mine-là. Cette mine-là avait des prisons civiles, des prisons personnelles au sein de la mine. C'est des gens qui procédaient donc à des fouilles, des femmes jusqu'à leur intimité. Et déjà, alors que ces personnes-là, sur la mine, il y avait la police. Sur la mine, effectivement, donc, les autorités politiques, politiques étaient présentes à travers donc, la police et tout ça. Donc, ça veut dire que c'est ce travail qu'ils menaient là, ce travail ce combat pour la justice donc, dans cette zone-là, qui dérangeait l'autorité à quelque part. Et je pense que ce n'est pas un cas particulier. Parce que tous ceux qui sont battus, que ce soit des journalistes, que ce soit des syndicalistes, ont toujours eu mal à partir avec certaines autorités parce qu'on voit en eux des gens qui empêchent de tourner en rond. Voilà. Et je pense que c'est l'une des causes effectivement, donc, de cette situation. Alors, au-delà du cas de ce qu'on a eu au Yaga, vous avez lancé un appel hier lors du point de presse à ce que justement des mesures soient prises pour mettre fin à ce que vous avez appelé des assassinats ciblés. Oui. Et selon ce qui est ressorti, ces assassinats ciblés se sont davantage, je dirais, accrus avec le contexte sécuritaire qu'on a, parce que vous l'avez dit, sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, il y a des exactions, il y a des assassinats ciblés. Est-ce que vous avez des faits concernant justement ce que vous avancez comme accusation? Est-ce que c'est documenté par le MBDHP, par le CISC ou bien l'ODJ? Oui, ces cas d'assassinats ciblés sont documentés. Et bientôt le MBDHP sortira son rapport sur l'état des droits humains. Et le rapport sur l'état des droits humains revient sur un certain nombre de faits avec des noms. Des cas d'assassinats ciblés, des cas d'arrestation arbitraire, des cas de disparition forcée. Le rapport sur l'état des droits humains qui regroupe, tu vas prendre donc la période de 2020 à 2021, va revenir de façon détaillée sur effectivement donc, ces cas d'assassinat ciblés-là. Et je pense que le cas d'assassinat ciblé le plus connu qu'on en parle aujourd'hui, c'est les camarades du Yaga. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de cas que nos sections, à travers donc, les provinces, parce que nous avons 45 sections, donc au niveau de chaque province, nous avons une section. Les sections nous font remonter régulièrement effectivement, donc, des cas d'assassinat ciblés, des cas d'exécution sommaire extrajudiciaire que nous avons documentés et bientôt à travers notre rapport sur l'état des droits humains, vous serez édifiés là-dessus. D'accord. Viva. Oui. Lorsque vous avez écouté, vous avez cité des autorités sécuritaires, des autorités politiques, vous avez parlé de la mine. Maintenant, pourquoi est-ce que vous penchez beaucoup plus pour le politique? J'ai l'impression que quand on vous écoute, c'est plus ça. Nous disons que le politique ne se presse pas. On ne sent pas la volonté politique de faire la lumière sur ce dossier-là. C'est cette volonté politique-là que nous ne sentons pas. Et c'est ça qui nous fait douter sur, effectivement, donc, leur volonté, leur implication dans ce crime-là. Et nous rappelons que ça, ils partaient à une audience. Ils partaient à une audience avec le haut-commissaire, qui est la première personnalité de la province.
Et c'est en partant à cette audience-là qu'ils ont été tués, criblés de balles. Et on ne s'empresse pas. Même pour faire une simple autopsie, c'est un blocage. On nous fait avancer des raisons à tomber des nues. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu des crimes après ça. Il y a eu comment on appelle ça, des tueries après ça, où il y a eu des autopsies. Donc, ça veut dire, quelque part, il y a une volonté de ne pas faire la lumière sur ce dossier-là. Et quand il n'y a pas la volonté politique, c'est que nous savons sur le bon nombre de dossiers économiques, lorsqu'il n'y a pas la volonté politique, c'est qu'il y a l'implication effectivement donc, de l'État. Sinon, généralement, l'État s'empresse d'élucider donc les dossiers pour dire qu'il n'est pas impliqué. Et c'est ce que nous aurions souhaité. Que l'État fasse l'enquête, une enquête de toute impartiale, qui dise effectivement donc, que ce n'est pas l'État, que c'est les terroristes, ou bien que c'est les autorités minières, ainsi de suite. Et cela, ça permet donc de rassurer les familles. Tout ce que les familles demandent, c'est ça. C'est d'avoir la lumière sur le dossier. D'accord. Quand vous parlez d'autorités politiques vers lesquelles le soupçon est plus fondé pour vous, j'imagine que vous parlez d'un régime aussi, c'est celui ancien. Bien sûr. Donc ça veut dire que celui nouveau n'a pas d'intérêt, en tout cas a priori, n'a pas d'intérêt particulier à cacher quoi que ce soit. Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a des dynamiques qui ont été enclenchées pour que ça évolue? Est-ce qu'il y a eu... Ils ont été réceptifs? Expliquez-nous un peu. Non, je ne dégagerai pas forcément la responsabilité du régime actuel. Parce que vous savez que le 24 janvier, c'est un coup d'État qui a amené donc ces militaires au pouvoir. Mais ils étaient déjà dans le système sécuritaire. Donc pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas d'élément pour dire qu'ils ne sont pas impliqués. Parce que depuis cette époque-là, déjà, nos organisations parlaient des escadrons de la mort qui avaient été levés, qui ont commencé effectivement donc, à tuer des gens dans un certain nombre de zones. Et c'est ce système sécuritaire-là qui est toujours là. Et je vous rappelle que le ministre de la Défense de l'époque est toujours le ministre de la Défense aujourd'hui. Donc, pour vous dire effectivement que nous n'avons pas d'éléments pour écarter cela. Et jusqu'à présent, comme nos camarades l'ont dit hier à la conférence de presse, nous n'avons pas encore d'avancée sur ce dossier-là. On ne sent pas encore cette volonté politique-là d'élucider ce dossier-là. Voilà. Peut-être dans ma série, dernière question. Chaque fois quand j'apprends que ça fait quand même 3 ans qu'ils sont à la morgue, moi, je ne sais pas, en tant qu'Africain, c'est quelque chose qui me dérange. Et je me dis, les parents, pour faire un deuil, il y a l'inhumation. Ça aussi, c'est une étape. Qu'est-ce qui bloque? C'est les parents qui ne veulent pas aller chercher leur corps parce qu'ils attendent l'autopsie, ou bien c'est qu'on se dit que le travail n'est pas encore terminé, on ne leur a pas encore donné leur corps. En fait, les parents sont en contact étroit avec l'organisation, donc avec l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso. Et ces parents-là, je peux vous rassurer, c'est des gens qui sont qui tiennent effectivement donc à la justice, qui tiennent à la lumière sur cet assassinat. Donc, ils suivent et l'ODG est en contact avec eux et ils tiennent effectivement au moins à ce qu'il y ait l'autopsie sur le corps avant toute inhumation. C'est vrai que nous sommes africains, c'est des situations un peu difficiles, mais la multiplication effectivement donc, de ces genres d'assassinats font qu'à un certain moment, il faut que nous oublions certaines valeurs africaines pour élucider donc ces dossiers-là et empêcher que ce genre de cas-là ne se reproduisent. C'est surtout ça, l'intérêt effectivement donc, de cette situation. Vous parlez, mais je ne veux pas me méprendre dans ma compréhension. Parce que souvent... non, je vous ai très bien compris. Vous dites vous êtes maître de ce que vous dites. Oui. Et le problème, c'est que je peux être aussi fautif dans ma façon de comprendre. Donc, en clair, vous voulez me dire que jusqu'à présent, ils peuvent aller prendre les corps et faire l'inhumation, mais ils préfèrent que tant que l'autopsie n'est pas faite, ils ne le prendront pas. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Le souhait, c'est ça. Le souhait, c'est qu'il y ait l'autopsie avant l'inhumation. Mais maintenant, ça fait 3 ans que ce n'est pas fait. Je ne sais pas les discussions entre ces familles et l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso. Je ne sais pas à quel niveau ça va aboutir. Mais vous disiez... Peut-être s'ils se rendent compte à un certain moment que l'autorité ne veut véritablement pas faire l'enquête, ne veut pas faire l'autopsie, ils peuvent se résoudre. Ils peuvent résoudre à procéder à l'enterrement. Mais le souhait, aujourd'hui, là, c'est qu'il y ait au moins l'autopsie avant l'inhumation. C'est ça leur souhait. Et bon, ça fait quand même 3 ans. Oui, donc, ça fait 3 ans. Ouais. Vous avez dit que vous avez des médecins dans vos rangs. Parlant de la scanographie, vous avez dit que vous ne maîtrisez pas bien cette affaire-là. Alors, deuxième chose, vous dites que par rapport à l'argument
invoqué par le médecin légiste, l'argument du formol évoqué par le juge Vaha, vous avez dit que vous ne croyez pas, alors qu'il y a des médecins dans vos rangs. Vous voulez la vérité et la justice pour vos camarades. Il y a aussi une famille qui attend de faire le deuil. Que vous ont dit les médecins qui sont dans vos rangs exactement? Parce que ça aussi, c'est un élément important parce qu'ils sont également impliqués dans cette lutte pour la vérité et la justice. Nos médecins pensent que c'est possible de faire l'autopsie. Et que ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. S'ils ne le pensaient pas, peut-être qu'on aurait déjà fait l'inhumation. C'est parce que nous savons que c'est possible. Et nous savons effectivement que c'est parce que l'autorité politique ne souhaite pas faire l'autopsie qu'on nous raconte effectivement donc ces histoires-là. Sinon, l'autopsie peut être bien faite. Manipulation du corps, il y a des corps qu'on a déterrés des années après pour faire l'autopsie. Non, ce n'est pas qu'on n'a pas déterré des corps pour faire de l'autopsie. Ici, il s'agit d'un fait qui dit que ça peut gêner effectivement. Certaines revues scientifiques l'évoquent, qu'il y a des risques que ça ne puisse pas donner avec le formol. Il y a des risques que les résultats ne puissent pas être concordés. Mais on essaie. Oui. On essaie au moins. Oui, mais le risque, il est là. Et là, sur cette question, là, on est d'accord que le risque, il est là. Que ça peut ne pas donner. Maintenant qu'on essaie, ça, je suis d'accord avec vous qu'on essaie, mais négliger le facteur risque sur la base de ce que le médecin légiste a dit, là aussi, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, parce que, effectivement, et ça c'est vrai, mais maintenant qu'on n'est pas essayé, ça c'est effectivement un autre débat. Là, je suis d'accord avec vous qu'au moins on aurait pu essayer, mais de dire, ça a été infructueux, voici les résultats, compte tenu de, parce que là, maintenant, c'est l'exemple par la preuve. Là, je suis d'accord avec vous, mais écarter d'emblée le risque, là aussi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que scientifiquement, le risque, il existe. Moi, je n'ai pas écarté de risque. En matière de santé, il y a toujours des risques. Mais je dis toujours qu'en matière d'autopsie, il faut faire l'autopsie. Le fait d'avoir formalisé le corps ne m'empêche pas de faire l'autopsie. Même s'il y a des risques, on essaie l'autopsie, et c'est l'autopsie qui va nous révéler effectivement donc, ces risques-là. Je pense que sur l'affaire Thomas Sankara, il y a eu effectivement donc, une situation pareille, où on a fait au moins l'autopsie avant de dire, bon voilà les risques, les résultats auxquels nous sommes parvenus. Mais ici, on refuse carrément de faire l'autopsie en invoquant des risques. Pour nous, c'est un peu scandaleux. Pour ceux qui nous prennent en marche à la radio, sachez que Christophe Bado, secrétaire général adjoint du MBDHP, est notre convoqué du jour. Avec lui, on parle de la disparition de Fahadou Cissé et de Ama Baliman, tous deux, en tout cas militants de l'ODJ. Ils sont décédés dans des circonstances non encore élucidées. Alors, vous l'avez dit, le travail se poursuit pour avoir la lumière autour de ce dossier-là. Au-delà de l'interpellation, ce qui a été fait par exemple hier, qu'est-ce que vous faites en tant qu'organisation pour qu'on ait la lumière, pour qu'il y ait la pression sur ceux-là que vous estimez qui font barrière pour qu'on n'aille pas vers cette vérité, vers cette justice-là? Alors, en tant qu'organisation, effectivement, c'est vrai que nos moyens sont souvent limités, de sorte que lorsque ce genre de cas se posent, ce que nous faisons généralement, c'est des cas de plaidoyer. Je vous ai dit, le président du MBDHP a rencontré le ministre de la Justice et tout ça à l'époque. Donc ça, c'est des cas de plaidoyer. Il y a des cas d'interpellation, comme ce qui s'est passé hier. Donc, où souvent en coalition avec d'autres organisations, nous interpellons l'autorité à faire la lumière effectivement donc, sur ce dossier-là. Mais il peut arriver effectivement que nous allons, au niveau de certaines organisations à l'international, pour poser effectivement donc, les problèmes de crimes économiques et de crimes de sang. Et c'est à ces occasions aussi que nous profitons pour poser ces difficultés-là et demander à ce que les différents États qui participent à ces organismes-là puissent interpeller l'État burkinabé sur ces questions-là. Il peut arriver, lorsque les voies de recours internes sont épuisées, que vous puissiez saisir la justice internationale ou la justice régionale en Afrique. Je vous rappelle que sur le dossier Norvège-Zongo, par exemple, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été saisie et qui a ordonné effectivement l'indemnisation des familles en attendant effectivement donc, que la lumière soit faite sur le dossier. Voilà un peu une panoplie effectivement donc de propositions, d'actions qu'en tant qu'organisation de droits humains nous pouvons faire. Et si ce dossier-là déjà, nous sommes déjà allés à plusieurs reprises, depuis 2019, à plusieurs reprises nous avons été devant la Commission africaine des droits de l'homme avec ce dossier, où nous avons demandé à la Commission de faire des recommandations à l'État burkinabé sur ces crimes-là et demander à l'État burkinabé de faire véritablement la lumière. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ces actions n'ont pas encore produit leurs fruits. Est-ce que vous avez pensé à une commission d'enquête indépendante, vu que le dossier piétine? Est-ce que cette option a été envisagée et qu'est-ce qu'il faut justement pour déclencher cette procédure-là? Jusqu'à présent, on n'a pas encore abouti à ce niveau-là.
Voilà. Jusqu'à présent, ce que nous avons pu faire, c'est l'interpellation, c'est le plaidoyer pour que l'autorité se résolve à faire l'autopsie. Mais je pense effectivement que dans les années à venir, dans les discussions, dans les jours à venir ou dans les mois à venir, dans les discussions entre organisations, c'est une possibilité effectivement donc, qui peut être sur la table. Moi, il y a quelque chose aussi qui me turlupine. C'est que quand je regarde, quand on a un médecin légiste qui dit du fait de manipulation, il ne peut pas pratiquer, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dès qu'il y a, comme le cas de vos camarades, des personnes qui sont criblées de balles, ce n'est pas une mort naturelle. Et quand, normalement, il y a un processus qui est enclenché, je me dis, même s'il y a les magistrats ou ceux qui sont en charge du dossier, la première des choses, c'est une necropsie. Bon, comme on dit, c'est une autopsie qui est faite sur les cadavres. Donc, je ne comprends pas le process qui fasse que on prétexte de manipulation pour dire on ne peut plus autopsier. Ou bien les manipulations, donc formales et tout, ça a été mis sans... Je ne sais pas. Je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Ou bien c'est les familles qui ont pris les corps et qui ont tenté de s'en occuper et après la justice est venue s'impliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avoue que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ces raisons qu'on nous avance. Pour nous, c'est pas des raisons valables, comme je l'ai dit depuis le début de cette émission. Les corps. Voilà. C'était la famille ou bien c'est d'abord les autorités, comme on connaît, la police judiciaire, la police, les pompiers, comme on connaît en fait. Oui. Les corps ont été d'abord découverts par les familles. Ok. Voilà. Été découverts par les familles, mais comme il fallait s'y attendre, ces corps-là ne peuvent pas être enlevés sans que l'autorité donc ne puisse être sur les lieux. Je pense que les autorités ont été sur les lieux et ça permet effectivement donc l'enlèvement des corps vers d'abord Dori. Et c'est depuis Dori maintenant que les corps sont venus à Ouagadougou. Donc c'est pour dire effectivement donc à toutes ces étapes-là, l'autorité a été présente et l'autorité pouvait prendre en tout cas des mesures pour que l'autopsie puisse se faire dans de bonnes conditions. Mais nous disons effectivement donc que dans cette situation-là, c'est de l'autopsie même comme les autorités ne souhaitent pas faire. Sinon nous ne comprenons pas nous ne comprenons pas comme vous les arguments qui sont avancés pour ne pas faire l'autopsie. D'accord. Alors on a parlé de la question des libertés individuelles et collectives et la lutte contre le terrorisme. Vous l'avez annoncé, il y a un rapport qui viendra en tout cas nous édifier sur ce chapitre-là. Mais déjà, quel est votre regard sur aujourd'hui la lutte contre le terrorisme et également la question du respect des droits humains? On a un nouveau pouvoir depuis le 24 janvier dernier. Votre regard en tant qu'organisation, en ce moment je parle du MPDHP. Ok. Donc notre regard sur cette situation-là, c'est que nous sommes inquiets. Nous sommes préoccupés comme bon nombre de Burkinabés sur la situation sécuritaire. Parce qu'effectivement, lorsque le régime du MPSR est arrivé, je pense que le prétexte qui est à l'origine du coup d'État, c'était que la question sécuritaire. Et ils ont promis dès leur premier discours, en tout cas de prendre des mesures pour que nous puissions retrouver donc, notre quiétude d'antan. Mais au jour d'aujourd'hui, le bilan que nous faisons, c'est que le bilan est négatif. Le bilan est négatif, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est au regard effectivement donc, des constats. Et ce constat-là, c'est quoi? C'est la déplacée interne. Nous sommes passés de 1,5 million à 2 millions de déplacés internes. Les écoles fermées, et le nombre a augmenté. Les centres de santé fermés. Il y a des zones qui jusqu'à présent n'étaient pas encore touchées par le terrorisme, qui sont aujourd'hui touchées. Par exemple de Yako, dès la première prise de pouvoir, il y a eu le commissariat de Bagaré qui a été détruit. Aujourd'hui, c'est le Sangué qui est touché après Tiogo. Et on les signale effectivement donc, dans la zone de la forêt du Mouhoun. Donc il y a des zones qui n'étaient pas touchées avant donc, la prise du pouvoir par les PSR qui aujourd'hui sont touchées. Et les zones qui étaient déjà touchées sont dans une situation dramatique. Je pense qu'on a les cas encore tout fraîchement de Gorgadi et de Madouari qui prouvent effectivement donc, que nous sommes dans une situation assez critique et avec de nouvelles formes aussi d'attaque. Quand vous prenez aujourd'hui les prisons qui sont attaquées et libérées, des prisonniers libérés, on n'avait jamais encore vu ça. Quand vous prenez des bus qui sont attaqués ou bien des tirs sur des bus, c'est des cas qui n'étaient pas encore assez visibles. Et pour nous, effectivement, donc, c'est une situation assez préoccupante. Et véritablement, il faut qu'encore quelque chose soit fait pour que nous puissions retrouver la sécurité qui est un droit de l'homme, un droit fondamental de l'homme. Bon, je pense que là aussi, on est en train d'ouvrir des vrais sur le contexte dans lequel on est, pas forcément lié au sujet principal. On a vu qu'il y a une enquête
après certaines révélations qui a eu à être ouvertes sur des exactions, notamment de nos forces sur le terrain. Je sais que vous êtes du mouvement burkinabé des droits de l'homme des peuples. Est-ce que c'est récurrent, ces cas-là? Est-ce que vous en avez répertorié quand même assez beaucoup? Et puis, qu'est-ce que ça donne en termes de réalité aujourd'hui? Nous avons de nombreux cas d'exécution sommaire et extrajudiciaire, dont le rapport en parlera dans les jours, dans les mois à venir. Il y a de nombreux cas. Je pense que le cas le plus connu, c'est parce que nous avons fait un rapport spécial qui a été rendu public, c'est les exécutions sommaires de Caïn Ouro et environ, donc de 2019. Voilà. Et à l'époque, déjà, les MBDHP interpellaient l'autorité. C'est vrai que nous n'avons pas été compris par beaucoup de citoyens, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre effectivement donc, ces interpellations-là. Nous sommes nullement un citoyen burkinabé, défenseur des droits humains, ne peut pas dire qu'il est contre effectivement donc, la lutte contre l'insécurité. Mais nous disons que la lutte contre l'insécurité, la lutte contre le terrorisme ne peut pas se gagner en violant les droits humains. C'est ça qui a été notre position depuis le départ. Et quand vous prenez le rapport de 2019, c'est des gens qui ont été réveillés dans la nuit devant leurs concessions, les femmes et les adultes triés et abattus devant leurs concessions. Et le rapport est assez détaillé sur 60 cas d'exécution sommaire extrajudiciaire. Et là également, nous interpellons l'autorité à faire au moins la lumière. Si ce n'est pas nos militaires, qu'au moins une enquête impartiale permet donc de découvrir cela. Mais si c'est nos militaires, effectivement, cette manière de lutter contre le terrorisme-là jette de nombreux citoyens entre les mains des terroristes. Parce que les enfants qu'on a laissés, qu'on a abattu les enfants, les papas devant eux, ça devient une proie facile pour les terroristes. Et à chaque fois que je le rappelle, à Solhan par exemple, où il y a eu 130 morts, c'est des enfants de 12, 13, 14 ans. D'où viennent ces enfants? Voilà pourquoi nous disons chaque fois qu'il faut tenir compte effectivement donc, du respect des droits humains dans la lutte contre l'insécurité. Ça nous permet effectivement donc d'avoir, comment dirais-je, d'avoir la confiance des citoyens et d'avoir la collaboration des citoyens sans lesquels on ne peut pas lutter contre le terrorisme qui a une guerre asymétrique et qui a besoin d'informations. Oui, maintenant par rapport aux menaces qui planent sur les éventuels droits humains, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Quelles sont ces probables menaces-là qui planent? Ces probables menaces sur les droits humains, je peux prendre quelques exemples déjà sur la presse. Donc la liberté de presse. Je pense que les organisations professionnelles de presse ont sorti une déclaration où ils reviennent sur un certain nombre d'éléments qui sont des cas de violation de la liberté de presse. Vous avez subi les supplices des journalistes de l'Observateur Palga qui ont été carrément interdits donc, de prendre une photo du président. Et on les a même obligés à supprimer donc, cette photo du président. Pour nous, c'est une violation flagrante de la liberté de presse. Je pense qu'il y a un journaliste qui a eu une atteinte à son intégrité physique il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ça, c'est des cas effectivement donc, qui montrent que la question de la liberté, ça pose problème. En plus de ces cas, il y a cette velléité d'étendre comme on appelle, l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, sans qu'on ne puisse faire le bilan sur les zones qui étaient déjà sous l'état d'urgence et qui aujourd'hui sont complètement submergées. Et nous disons que ça, c'est des questions de velléité, donc d'atteinte aux libertés fondamentales. Nous avons, la dernière fois, nous étions à l'Assemblée nationale, où il y a question d'une loi d'habilitation. D'une loi d'habilitation pour permettre aux militaires de légiférer par ordonnance sur les questions militaires. Nous sommes allés à l'Assemblée nationale, nous avons donné notre position, nous avons dit nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de faire. Si nous avons pensé qu'il était bon de mettre en place une ALT, c'est qu'il faut permettre à cette ALT-là de jouer son rôle. Si elle ne peut pas jouer son rôle, c'est qu'elle soit dissoute. Voilà. Et d'où nous avons dit nous sommes contre effectivement donc, cette loi d'habilitation qui permet aux militaires de prendre par ordonnance donc, certaines questions, de gérer certaines questions militaires. Ça va davantage réduire drastiquement donc, la question des libertés et aller dans une situation qu'on ne pourra pas contrôler. Et ça, c'est... En plus de ces éléments-là, vous avez les discours. Quand vous avez le discours du président, le 1er avril, où il dit clairement que les manifestations à caractère politique et associatif qui troublent l'ordre public, on ne sait pas l'ordre public c'est quoi, qui définit l'ordre public. Nous disons que ça a des dérapages qui peuvent nous conduire dans des situations incontrôlées. Et aujourd'hui, déjà, nous voyons qu'il y a des interdictions de manifestations. La dernière en date, c'est la manifestation du MPP,
Voilà, c'est vrai qu'eux aussi ils interdisaient les manifestations, mais nous sommes des démocrates, nous pensons effectivement qu'il faut garantir les libertés publiques et permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer de façon libre. Et vous avez suivi également les sorties donc, du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité sur les réseaux sociaux, qui a repris exactement donc, la même rengaine que le pouvoir du MPP. Et voilà un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire effectivement donc, qu'il y a véritablement, avec ce nouveau régime-là, des violations des droits humains, des violations des libertés et des vérités donc des violations des libertés. Alors, quand on parle de violation des droits de l'homme, on l'a rappelé tantôt, il y a beaucoup de rapports qui font cas du travail fait par les forces de défense et de sécurité, en tout cas et les forces auxiliaires sur le terrain. Souvent, dans ces rapports, on a des précisions, des détails qui font que certains se posent vraiment la question parce que ce sont des zones de guerre souvent inaccessibles. Quel est votre mode opératoire? Quelle est aujourd'hui la méthodologie pour avoir ces renseignements-là? Parce que souvent, beaucoup se posent la question, finalement, qui vous donne ces informations? Et est-ce que ce n'est pas une guerre de communication? C'est dans une guerre, il y a justement cette question de guerre de communication. Seulement, finalement, si vous ne faites pas le jeu du terroriste, vous l'avez certainement dit, votre rapport ou votre façon de voir les choses n'est pas très souvent compris par certains des Burkinabés. Voilà. Revenez un peu sur la méthodologie. Comment vous faites pour avoir souvent ces précisions-là, alors que ce sont des zones de guerre, des zones souvent inaccessibles aux personnes civiles? Alors, en ce qui concerne le MBDHP, déjà, c'est une organisation qui est née le 19 février 1989, qui aujourd'hui a 45 provinces et 45 sections dans les différentes provinces, et souvent des sous-sections dans certaines localités. Donc ça, déjà, c'est une source d'information qui nous permet effectivement, à ces sections-là, de remonter l'information vers la base. Il nous arrive souvent, lorsque nous avons certaines informations également, que nous menons des enquêtes. Et souvent, c'est des militants des droits humains qui, au prix de leur vie, mènent ces enquêtes-là. Comme ce qui s'est passé en 2019 sur le rapport sur les exécutions sommaires extrajudiciaires. C'est des militants qui sont allés sur le terrain, dans des zones de crise, qui ont par moments été arrêtés par des terroristes dans leur progression, mais qui sont allés quand même sur le terrain, qui ont pu documenter 60 cas. Il y a des zones où ils n'ont pas pu accéder parce que c'est des zones qu'ils ne pouvaient pas. Parce que nous aussi, on est souciés effectivement donc, de la sécurité de nos militants. Donc on s'est limité effectivement donc, à ces 60 cas-là. Voilà un peu comment nous gagnons ces informations. Mais en même temps, nous disons que c'est souvent un faux procès qu'on fait, on fait au mouvement des droits humains en disant qu'ils font le jeu du terrorisme. C'est faux. Parce que, à plusieurs reprises, si vous prenez les déclarations du MBDHP, vous allez voir que nous soutenons l'action des FDS sur le terrain, nous soutenons l'action de ceux qui se battent sur le terrain contre le terrorisme. Nous demandons même souvent dans certaines déclarations l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Mais ce que nous disons, c'est que ça doit se faire dans le respect des droits humains. Et nous avons dit, si ça ne se fait pas dans le respect des droits humains, nous allons pousser nos concitoyens dans les bras. Nous allons faciliter le recrutement des terroristes. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des rébellions internes pratiquement dans certaines zones. Des gens qui ont pris les armes, on ne sait pas trop pourquoi. Et je pense que le pouvoir aujourd'hui a parlé même de dialoguer avec ces groupes-là, dont on ne sait pas. Donc aujourd'hui, prenons aujourd'hui les déplacés internes. Nous sommes à 2 millions au Burkina Faso. Au Mali, ils étaient toujours à 300 000 déplacés internes. Ça veut dire effectivement donc qu'on n'a pas pris la bonne stratégie. On n'a même pas de stratégie, puisque vous avez vu le Premier ministre à l'époque qui est passé à l'Assemblée nationale dire qu'il n'y a pas de stratégie. Alors que dans une crise comme celle-là, il faut véritablement donc une stratégie et on rappelle à ceux qui sont sur le terrain que c'est dans le respect des droits humains qu'ils vont avoir la collaboration des citoyens. Et c'est ça, tout le combat effectivement donc des organisations de droits humains. Entendre cette voix, prendre ces mesures de respect des droits humains là, avoir la collaboration de nos concitoyens et permettre à ce que nous puissions aller à la sécurité. Aucune organisation de droits humains digne de ce nom ne peut être contente de la situation actuelle que nous vivons. Ce n'est pas possible. C'est souvent une incompréhension, mais voilà à peu près, de façon synthétique, le sens de notre combat. Oui, c'est vrai que ce que vous dites, ça se comprend, hein, mais il y a la réalité aussi de ce que c'était une perception qui soit tout autre, parce que vous êtes un genre de gendarme qui demande que soit respectée la dignité. Maintenant, le problème c'est que c'est un conflit. Dans un conflit, il y a deux parties. Et il y a l'une des parties qui a fait justement de la terreur comment dire cela, sa dynamique première. Ouais. Et qui dit terreur, on est loin de la question du respect de quelque droit que ce soit. Ouais. Donc ça fait de vous le gendarme d'un camp. Non, pas du tout. Je pense que vous êtes journaliste, vous avez quelques déclarations du MBDHP et vous avez suivi Capuchino, l'attaque de Capuchino. Il y a eu des morts d'hommes, nos forces de l'ordre ont réagi et ont pu effectivement donc mettre fin à l'attaque. Le MBDHP a sorti une déclaration pour féliciter ces forces de l'ordre-là et féliciter leur sens effectivement donc du respect des droits humains.
À Aziz Istanbul, il y a une déclaration du MBHP là-dessus pour féliciter les forces de l'ordre. À Ranyongo, il y a une déclaration du MBHP qui félicite les forces de l'ordre. Tout le combat que nous menons, c'est de dire, c'est bien. Nous n'allons pas dire à des gendarmes d'aller donner leur poitrine lorsqu'ils sont attaqués, que des terroristes tirent là-dedans. Nous souhaitons même qu'on augmente, on améliore les conditions de vie et de travail pour que leurs forces dépassent celles des forces terroristes. Mais ce que nous rappelons, c'est que ça doit se faire dans le respect des droits humains. Si vous avez réussi dans le combat à prendre quelqu'un qui ne constitue plus un danger pour vous, mieux vaut le remettre à la justice pour que la justice fasse son travail. Et je pense qu'en ce qui concerne Ranyongo, il y a des gens qui étaient blessés que les gendarmes ont réussi à prendre et qu'ils ont remis à la justice. Et la justice doit pouvoir poursuivre, faire son travail. C'est ce que nous disons. Mais si on commence effectivement à se dire telle zone est infestée, il faut encercler et abattre tout ce qu'il y a là-bas, on est en train de franchir un pas. Et ce pas-là, c'est un pas très dangereux parce qu'on glisse dans une situation incontrôlable. Nous sommes en train de glisser dans cette situation-là parce qu'on n'a pas écouté des organisations comme le MBHP depuis 2019. Si nous avons écouté, peut-être qu'on aurait pu circoncire cette situation-là. C'est ce débat-là que nous menons. D'accord. Il nous reste 2 minutes de temps d'antenne. Juge Bougman, une question ou un commentaire avant qu'on ne referme la porte de cette émission? Non, en commentaire, je n'ai pas de questions encore. En commentaire, je dirais que c'est effectivement un enterrement qui n'a que trop duré 3 ans. Effectivement, le juge va évoquer les valeurs africaines, les réalités de la culture africaine en la matière. Ce n'est pas facile à conjuguer avec les exigences aussi de la vérité. Pouvoir faire l'enterrement dignement et faire le deuil, passer à autre chose, mais en même temps, une nécessité de justice. J'avoue que c'est un sujet qui est gênant, qui est très délicat quand on tient compte de certaines choses, parce que vous parlez avec des gens qui sont toujours au niveau de la mort, une famille qui est endeuillée et des camarades qui sont endeuillés qui attendent. C'est un sujet qui est vraiment délicat. Mais il y a aussi une autorité judiciaire qui doit bouger et dire réellement à la face de tous les Burkinabés ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. Au moins, elle aura parlé au Burkinabé. Mais elle ne peut pas se murer dans ce silence-là parce qu'il en dit long sur un certain nombre de choses. Et parfois, ce silence nourrit des choses qui ne sont vraiment pas vraies. Mais compte tenu du fait que vous maintenez ce silence, vous nourrissez un certain nombre de rumeurs et de spéculations et ça va dans tous les sens. Mais j'ai dit, il y a cette autorité judiciaire-là qui doit bouger et nous situer clairement sur où est-ce que, effectivement, on va. Et donc, c'est ce que j'avais comme commentaire. Mort suspecte des 2 militants de l'ODJ dans le Yaga. 3 ans après, où se trouve le dossier? En tout cas, la question était au cœur de la présente convocation. Et à la barre ce matin, nous avons eu Christophe Bado. Il est le secrétaire général adjoint du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. En tout cas, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Merci à vous. Vous l'avez dit, c'est votre première convocation. Nous espérons que ce n'est pas la dernière. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture apportées lors de cette émission. Nous allons mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.